Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le bus quitte son arrêt. J'ai la priorité sur le bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que lorsqu'un bus manifeste son intention de quitter son arrêt en mettant son clignotant, alors il devient prioritaire. Donc, il faudra le laisser passer. Par exemple, ici dans cette animation, le bus a mis son clignotant. Je dois d'abord le laisser intégrer la chaussée, car il est prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. La signalisation indique un passage à niveau. Réponse A, avec barrière. Réponse B, sans barrière. Alors, ça, c'est une question de cours vraiment basique. Alors, ce panneau donc de danger que tu vois indique la présence d'un passage à niveau avec barrière. Le panneau qui indique un passage à niveau sans barrière est celui-ci. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Avant d'ouvrir ma portière, je vérifie mes rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon angle mort. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tu dois savoir une chose. Lorsque tu veux sortir donc de ton véhicule, tu dois t'assurer que cette manœuvre ne constitue pas un danger pour les autres usagers de la route. Dans le cas contraire, c'est ce qu'on appelle une ouverture intempestive de portière. Et c'est une infraction qui constitue une contravention de première classe. Donc tu es tenu pénalement responsable en cas soit de dommages matériels ou corporels. Pour éviter ça, c'est très simple. Tu dois d'abord effectuer tes contrôles sur tes rétroviseurs, donc rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur. Ensuite, tu dois également vérifier ton angle mort. Donc, les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et C. Question numéro 4. Je tourne à droite à la prochaine intersection. Je cède la priorité aux véhicules dans la voie à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question que vous vous posez régulièrement. Vous voyez, à notre droite, il y a une voie qui est délimitée par des lignes blanches épaisses. Donc, ligne blanche
discontinue épaisse, ça veut dire que c'est une voie réservée. Alors, ici, on peut voir à qui elle est réservée grâce au marquage au sol. Donc, elle est réservée aux bus et aux vélos. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une voie réservée à notre droite et qu'on veut nous-mêmes tourner à droite? Alors, c'est simple. Les véhicules qui sont dans leur voie réservée ont la priorité. Donc, il va falloir laisser passer les véhicules qui sont dans la voie réservée pour ensuite pouvoir tourner. Vous ne pouvez pas tourner sans qu'il n'y ait personne sur cette voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. Le bus risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, vous devez savoir que les bus ou les camions ont des rayons de braquage beaucoup plus grands que celui d'une voiture. Donc, lors d'un virage, ce genre de véhicule risque d'empiéter sur votre voie. Donc, ici, est-ce que le bus risque d'empiéter sur ma voie? Bah oui, on le voit bien. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. Je m'arrête pas à un contrôle de police. Cela constitue A. Un refus d'obtempérer. B. Un délit de fuite. Alors, là-dessus, vous faites souvent des erreurs entre refus d'obtempérer et délit de fuite. Alors, un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident et que vous ne vous arrêtez pas pour constater des dégâts matériels ou physiques. Alors qu'un refus d'obtempérer, c'est lorsque un policier veut effectuer un contrôle de votre véhicule et que vous ne vous arrêtez pas. Là, ça s'appelle un refus d'obtempérer. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. À cette intersection, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, on se retrouve dans une intersection en croix. Tu remarqueras la signalisation. À gauche, on a un sens interdit. Tu remarqueras également qu'à droite, on a un piéton qui passe au passage piéton. Alors, si tu regardes cette animation, tu as en fait plusieurs possibilités. Bien sûr, il sera interdit de tourner à gauche. Tout simplement parce qu'il y a un panneau sens interdit qui t'empêche l'accès à la voie. Tu pourras alors soit aller tout droit ou alors tourner à droite. Cependant, étant donné qu'il y a un piéton, tu devras d'abord lui céder le passage pour ensuite passer à ton tour. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. Mélanger l'alcool et les médicaments permet d'être plus vigilant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bien sûr, déjà, l'alcool en lui-même va diminuer votre vigilance, mais si
vous couplez l'alcool à des médicaments, ça va avoir encore plus d'effet sur votre vigilance et vous allez avoir moins de vigilance. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. Il pleut fortement. Je peux utiliser mes feux de brouillard. Avant, oui réponse A, non réponse B. Arrière, oui réponse C, non réponse D. Alors portez votre attention sur cette réponse parce que vous êtes nombreux à ne pas savoir quand utiliser les feux de brouillard. Avant, les feux de brouillard arrière. Alors pour ça, il y a un moyen mnémotechnique. À l'époque, on l'utilisait très souvent dans les auto-écoles quand ils inculquaient des cours de code de la route. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Mais c'est un moyen mnémotechnique très connu des moniteurs. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez considérer, d'accord, que, vous voyez, que le gâteau BN, vous savez, les gâteaux BN, c'est comme une voiture. D'accord ? Vous considérez que c'est une voiture. Donc, à l'avant, il y a les parents. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à la banque. Ils vont à la banque BNP, à la BNP. Donc, on peut utiliser ces feux de brouillard avant, lorsqu'il y a du brouillard, de la neige ou de la pluie. Par contre, à l'arrière, il y a qui ? À l'arrière, il y a les enfants. Et qu'est-ce qu'ils font les enfants ? Ils mangent des BN. Donc, les feux de brouillard arrière, on peut les utiliser en cas de brouillard et de neige. Pour récapituler, à l'avant, il y a les parents, ils vont à la BNP, brouillard, neige, pluie. Et à l'arrière, il y a les enfants, ils mangent des BN, brouillard et neige. Donc, ici, vu qu'il pleut fortement, je peux utiliser mes feux de brouillard avant, oui, parce que BNP, pluie. Et est-ce que je peux utiliser mes feux de brouillard arrière ? Non, parce que les feux de brouillard arrière, c'est seulement pour le brouillard et la neige. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 10. Le liquide AdBlue permet de réduire les émissions polluantes. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir ici, dans certaines motorisations, à côté de ton bouchon donc de carburant, tu auras un bouchon d'AdBlue. L'AdBlue, c'est un liquide qui permet en fait de réduire les émissions polluantes. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Lors d'un contrôle, la police peut dépister mon alcoolémie à l'aide d'un éthylotest. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, la police peut à tout moment, et peu importe les conditions, effectuer donc un dépistage d'alcoolémie. Donc, ce dépistage d'alcoolémie se fera à l'aide d'un éthylotest. Donc, il existe deux types d'éthylotests, les éthylotests chimiques et les éthylotests électroniques. Alors, je sais que beaucoup de gens vont me dire « Ah, mais il existe aussi les éthylomètres, tu as oublié les éthylomètres. » Alors, non. J'ai pas oublié les éthylomètres, mais un éthylomètre, c'est pas fait pour dépister la présence d'alcool. C'est fait pour mesurer la présence d'alcool. C'est pas la même chose. D'accord ? Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12.
Je suis bien placé pour aller à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aller à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, comme vous le voyez, on s'approche donc d'un rond-point. Donc, si vous avez bien révisé votre cours, vous savez qu'il y a des procédures lorsqu'on s'approche d'un rond-point. Donc, il y a une procédure pour aller à gauche, pour aller à droite, pour aller tout droit et pour faire demi-tour. Donc ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc, pour aller à gauche et demi-tour, on se place sur la file de gauche. Pour aller à droite ou aller tout droit, on se place sur la file de droite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 13. La ceinture de sécurité doit être posée à plat sur le corps? Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut-être. Réponse C, vrillée. Réponse D, détendue. Alors, la ceinture de sécurité doit toujours être posée à plat sur le corps. Donc, épaules, torse, hanche. Elle ne doit pas être vrillée ni détendue. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Le témoin d'usure renseigne sur l'état du pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien sûr, pour savoir s'il faut changer vos pneus, il faut regarder le témoin d'usure. De manière réglementaire, il faut une distance, il faut un écart minimal de 1,6 mm entre votre bande de roulement et le témoin d'usure. Alors, 1,6 mm, c'est dur à sentir avec le doigt. Donc en gros, si vous passez le doigt sur la bande de roulement et le témoin d'usure et que vous ne sentez rien, c'est qu'en fait, il faut changer votre roue. Voilà. Et donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors, ici, on est sur une deux voies à sens unique. Donc, à notre droite, il y a un bus qui s'arrête à un arrêt de bus. Alors, pour ceux qui vont dire qu'on ne sait pas s'il y a un arrêt de bus ou pas, si, on le sait. Et pourquoi on le sait? Parce qu'il s'arrête et il a mis ses clignotants droits. Donc là, c'est sûr et certain, qu'il s'arrête à un arrêt de bus. Alors, lorsqu'un bus s'arrête à un arrêt de bus et qu'on est derrière, il faut faire très attention parce qu'en fait, on manque de visibilité sur ce qui se passe devant nous. Il pourrait très bien y avoir, par exemple, des piétons qui essayent de traverser la rue. Et s'ils veulent traverser la rue, vous n'allez pas pouvoir les voir. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ralentit
et on passe. Hein. Voilà, on fait attention, on ralentit et on passe. Alors, pour ceux qui vont dire, bah ouais, mais j'ai cru qu'il n'y avait pas assez de place pour que je passe. Bah si, là vraiment, là, il y a assez de place pour que vous puissiez passer avec une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. Le van blanc risque de dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, en face de nous, on a un van blanc qui a sur sa droite un cycliste. Donc, il y a de grandes chances pour que ce van veuille dépasser ce cycliste. Donc, ce que je fais, c'est que je ralentis au cas où il viendrait chevaucher la ligne sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 17. Il est conseillé de rouler avec des chaînes par temps de neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les chaînes à neige ne sont pas obligatoires partout en France. Par contre, effectivement, par temps de neige, il est fortement recommandé de rouler avec des chaînes à neige, des pneus hiver ou des chaussettes. Alors, par contre, il y a des endroits où c'est obligatoire. En général, ce sont les zones montagneuses. Alors, il y a 2 panneaux qui vous obligent à mettre un dispositif antidérapant. Donc que ce soit des chaussettes, des chaînes ou des pneus neige. Alors, vous avez déjà ce panneau. Alors, ce panneau, on appelle ça le panneau B58, qui annonce en fait une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, la période hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Et vous avez aussi ce panneau, donc c'est un panneau d'obligation, donc qui vous oblige à mettre des chaînes ou des pneus neige. Donc ici, est-ce qu'il est conseillé de rouler avec des chaînes par temps de neige? Oui. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je cède le passage aux piétons.
ici, il faut que tu vois deux choses. La première, c'est que le piéton est sur ta voie de circulation. De plus, on voit très bien qu'il a l'intention de traverser la rue. Donc, pour ces deux raisons, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas céder le passage au piéton. Effectivement, tu vas pas accélérer parce qu'il y a un danger devant toi et surtout, c'est un danger avec un usager vulnérable. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. L'éco-conduite permet de réduire la consommation en carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, l'éco-conduite, c'est quoi? L'éco-conduite, c'est mettre en place des manières de conduire qui soient respectueuses de l'environnement. Alors, ça se réduit à quoi? Ça se réduit à des manières de conduire. Par exemple, alléger le véhicule, préparer son itinéraire, vérifier la pression des pneus, rouler moins vite, limiter la climatisation. Voilà, c'est comment est-ce que tu conduis? Quels sont ton comportement de conduite et tes habitudes de conduite? Donc effectivement, l'éco-conduite va permettre de réduire la consommation en carburant. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. Je suis dans un carrefour où le croisement s'effectue. Réponse A, à l'indonésienne. Réponse B, par contournement. Je suis prioritaire pour tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il y a deux types de croisements possibles dans une intersection. Vous avez les croisements à l'indonésienne et les croisements par contournement. Le croisement à l'indonésienne, c'est lorsque l'on se croise par l'avant. Les véhicules se font face. Le croisement par contournement, c'est lorsque le croisement s'effectue en contournant la voiture qui vient de face. Donc ici, je suis dans un carrefour à l'indonésienne, comme le montre le marquage au sol. Pour la deuxième question, est-ce que je suis prioritaire pour tourner à gauche? Eh bien, non. On est dans une intersection. Si je tourne à gauche, les véhicules qui viennent en sens inverse viennent à ma droite. Je dois donc laisser la priorité à droite. Alors, pour cette question, vraiment, si tu as eu foi à cette question, et notamment sur la notion de croisement à l'indonésienne et le croisement par contournement, c'est que clairement, il te manque des notions de base sans lesquelles tu ne pourras pas avoir ton code de la route. Donc, si tu as eu faux, je t'incite vivement à te former via notre plateforme pédagogique en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 21. Pour prendre la sortie pour Montpellier, j'adapte ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, regarde bien. Nous, on veut prendre la sortie pour Montpellier. Seulement, derrière nous, on a, si tu vois bien, on a une moto qui est très proche de nous. Et comment on le sait?
c'est qu'on voit pas ses roues. Hein. On voit pas ses roues, donc cette moto est très très proche. Si on freine trop brusquement ou qu'on ralentit trop brusquement pour prendre cette sortie, la moto risque hein, de nous percuter. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte notre vitesse, on ralentit de manière constante pour pouvoir prendre la sortie. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 22. À 70 km/h, la distance parcourue pendant 1 seconde est de réponse A, 21 mètres, réponse B, 42 mètres, réponse C, 49 mètres, réponse D, 70 mètres. Alors, pour savoir comment on calcule la distance parcourue pendant 1 seconde, c'est très simple. Tu prends déjà la vitesse, ici 70 km/h. Tu prends le chiffre des dizaines, donc ici le chiffre des dizaines, c'est 7. Et ce chiffre, tu le multiplies par 3, ce qui donne 21. Donc, la distance parcourue pendant 1 seconde est de 21 mètres. Alors là, sûrement que tu vas me dire, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on nous demande de calculer la distance parcourue pendant 1 seconde ? Nous, on veut juste avoir notre permis, on n'est pas des physiciens, on n'est pas des mathématiciens, ça nous sert à rien en fait. On n'est pas à un contrôle de physique. Eh ben non. Parce que pourquoi on vous pose cette question ? C'est parce que c'est une question de cours. Regardez. C'est quoi la distance parcourue pendant le temps de réaction ? Bah, c'est la distance parcourue pendant 1 seconde. Parce que le temps de réaction, c'est combien ? Bah, c'est 1 seconde. Donc, calculer la distance parcourue pendant 1 seconde, ça équivaut à calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on vous pose cette question. C'est pas par hasard, ça vient pas de nulle part. Là, on vous a demandé de calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction. Tout simplement. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Dans cette situation, je m'écarte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous voyez au loin, il y a la petite camionnette blanche qui a ses feux arrière allumés. Donc, je pourrais, par exemple, penser à m'écarter vers la gauche pour laisser sortir la camionnette. Cependant, si on regarde le rétroviseur gauche, on voit qu'il y a un scooter qui essaye de me dépasser. Donc, effectivement, dans ce cas-là, je ne m'écarte pas. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 24. Entretenir sa voiture permet de réduire la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, changer les filtres, filtre à air, filtre à huile, changer les roues lorsqu'elles sont usées, les gonfler lorsqu'elles sont dégonflées, va vous permettre de réduire la consommation de carburant naturellement. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25.
Des enfants se trouvent sur le trottoir de droite. Je ralentis? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans cette situation, on a donc à droite un groupe d'enfants. Et aussi, regardez bien, hein, sur le rétroviseur, on a une voiture derrière nous qui est quand même assez proche. Alors, je pense que tu sais que les usagers de la route ont des zones d'incertitude différentes. Alors, c'est quoi une zone d'incertitude ? Une zone d'incertitude, en fait, c'est la probabilité de présence d'un usager à un moment donné. Alors, tu vois par exemple, un homme adulte va avoir à peu près une probabilité de présence, on va dire, d'1 mètre autour de lui. Hein, alors, il peut par exemple se décaler un peu à gauche quand il marche, de trébucher un peu à droite, ou même reculer parce que je sais pas, il a vu un chat ou un chien. Voilà. Mais il va rester sur à peu près un cercle d'une circonférence de d'1 mètre. Alors qu'un enfant, lui, il aura une zone d'incertitude beaucoup plus grande parce que vous connaissez les enfants, un rien peut porter leur attention et donc en même pas une seconde, ils peuvent se retrouver à 2-3 mètres de vous. Donc un enfant, il aura une zone d'incertitude beaucoup plus grande que celui d'un homme adulte. Un enfant, une zone d'incertitude, c'est à peu près 2 à 3 mètres. Alors que par exemple, une personne âgée, elle aura une très petite zone d'incertitude parce qu'elle aura beaucoup moins de capacité pour se déplacer. Voilà pour la zone d'incertitude. Donc effectivement, j'arrive dans une zone où il y a des enfants, usagers avec une grande zone d'incertitude, donc je ralentis. Ensuite, est-ce que je fais des appels de feu stop ? Alors, n'oubliez pas, hein, les appels de feu stop, c'est quoi ? Les appels de feu stop, c'est quand on appuie de manière répétée sur la pédale de frein, parce que quand tu appuies sur la pédale de frein, les feux stop derrière s'allument, et donc ça prévient les usagers derrière, ici par exemple, la voiture qui est derrière nous sur le rétroviseur, ça la prévient qu'il y a un danger qu'elle ne voit pas. Donc les appels de feu stop, ça sert à ça. Ça sert à prévenir les gens derrière toi qui, eux, ne voient pas le danger, de leur dire « Hé, là, il y a un danger qui arrive devant vous. Je vous préviens avec les appels de feu stop. » Donc ici, c'est très très pertinent de faire des appels de feu stop. Donc les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et C. Question numéro 26. En période probatoire, j'ai commis une infraction de classe 4 avec retrait de 3 points. Réponse A, je dois réaliser un stage obligatoire. Réponse B, je dois juste payer mon amende. Réponse C, je recevrai une lettre 48N. Alors pour toutes les personnes en permis probatoire, vous recevrez en fait une lettre 48N qui vous préviendra de l'obligation de réaliser un stage obligatoire sous les 4 mois. Sachant que une fois le stage réalisé, vous serez remboursé de votre amende. Si vous n'effectuez pas le stage dans les 4 mois, donc vous devrez donc payer votre contravention de 135 € et vous risquez en plus de ça une suspension de permis. Donc la bonne réponse ici sont les réponses A et C. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout ne te dis pas « Ah c'est pas grave,
Les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Hein. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 27. La barrière du passage à niveau est endommagée. J'utilise ce téléphone. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que les bandes téléphoniques qui sont à proximité des passages à niveau sont directement reliées à un agent de gare. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce téléphone pour 4 raisons. Si la barrière elle reste fermée, si la barrière elle est cassée, s'il y a un obstacle sur la voie, par exemple une voiture en panne, ou s'il y a un dysfonctionnement des installations. Donc effectivement, la barrière du passage à niveau est endommagée, alors je peux utiliser le téléphone. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. L'autonomie d'un véhicule électrique dépend de sa capacité. Oui, réponse A. Non, réponse B. De notre conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors encore une fois, c'est une question de cours. Donc effectivement, l'autonomie d'un véhicule va dépendre de quoi? Tout d'abord de sa capacité, donc de ses kilowattheures, mais également de notre manière de conduite. Si on a des conduites sportives ou des conduites plus douces. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses A et C. Question numéro 29. Je peux dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser par la gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, déjà la première question, est-ce que je peux dépasser par la droite? Alors, il faut que vous sachiez qu'il est formellement interdit, sous aucun prétexte, de dépasser par la droite. Donc, on ne dépasse pas par la droite,
Donc, à la question, je peux dépasser par la droite, la bonne réponse est la réponse B. Non. Est-ce que je peux dépasser par la gauche? Dans le cas général, oui, on peut dépasser par la gauche. Quand on dépasse par la gauche. Alors, par contre, dans ce contexte, si vous regardez le rétroviseur intérieur, on voit qu'il y a une voiture qui nous colle, qui est très très proche. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dépasser par la gauche. Il va falloir que j'attende que cette voiture me dépasse pour ensuite dépasser par la gauche. Donc ici, est-ce que je peux dépasser par la gauche? La réponse est non. Question numéro 30. Le GPS doit être programmé A. Avant le départ. B. Pendant le trajet. En circulation, il vaut mieux C. Regarder l'écran. D. Écouter les indications. Alors, bien sûr, le GPS doit être programmé avant le départ. Pareil, en circulation, vaut mieux écouter les indications plutôt que de regarder l'écran. Tout simplement parce que ça va diminuer votre vigilance. Vous n'aurez plus le regard porté sur la route. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Les vidéos sont totalement gratuites. Donc abonne-toi pour aider la chaîne. Et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 31. Le camion est stationné. Il met son clignotant droit. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est dans un cas très courant. Donc on a un camion qui est stationné ou à l'arrêt sur le côté gauche. Donc il met son clignotant pour nous avertir qu'il va prendre la voie et sortir de son stationnement. Sauf que là, vu qu'il sort d'un stationnement ou d'un arrêt, il n'a pas la priorité. C'est nous qui avons la priorité. Donc ici, on passe. On ne s'arrête pas pour le laisser passer, on passe. Il passera après que moi, je serai passé. Une fois que la voie sera libre, il pourra passer. Mais ici, c'est moi qui ai la priorité. Donc là, la bonne réponse est la réponse. Les bonnes réponses sont la réponse A et D. Question numéro 32. Les deux véhicules vont se croiser. Le véhicule sombre doit faciliter le passage au véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une question très intéressante parce qu'elle fait appel à des notions de cours basiques très importantes. Donc là, on va parler des croisements, notamment des croisements difficiles. Donc ici, on est dans le cas où on a une pente et deux véhicules vont se croiser. Ces deux véhicules font partie de la même catégorie de poids. Donc ce sont des véhicules qui ont un PTAC inférieur à 3,5 tonnes. On appelle des véhicules légers. Donc ici, dans ce cas-là, c'est au véhicule qui descend de faciliter le passage au véhicule qui monte, car il est plus dur de monter que de descendre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors, je voulais juste porter attention à cette question parce que, en fait, là, vous avez vu, on a vu un cas des croisements, ce qu'on appelle les croisements dépassements, c'est une notion de cours. Il me semble que c'est dans le thème la circulation.
ça c'est juste 1/20 de la notion de croisement-dépassement. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'entre vous, vous faites des séries pour apprendre le code de la route. Ce que vous savez pas, c'est que dans les séries, on ne fait que répondre à des questions ponctuelles et précises. On ne va pas voir toute la notion dans sa globalité. Donc il y a plein de choses que vous n'allez pas connaître. Et donc que vous n'allez pas intégrer et assimiler. Voilà. Je vous dis ça pour que vous compreniez bien que se former, c'est important parce que en faisant des tests, vous pensez connaître, vous pensez apprendre, alors que pas du tout. Vous êtes seulement en superficie des choses. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous ratent le code de la route. N'oubliez pas que le code de la route, c'est 40% de taux d'échec. Aussi parce que la plupart d'entre vous, vous révisez votre code de la route en faisant des tests. Alors que les tests, c'est seulement pour les personnes qui connaissent déjà très bien leur code de la route et qui font entre 0 et 7 fautes. Maximum. Maximum. Sur les 5 dernières séries. Donc, je vous incite vraiment à bien connaître votre code de la route. Allez dans la formation, si par exemple là vous avez du mal, si vous ne connaissez pas tous les autres types de croisements et de dépassements, allez dans la formation, formez-vous tranquillement. Et ensuite, faites des tests. Voilà. Ça, c'est la méthode pédagogique. Allez, on passe à la prochaine question. Question numéro 33. Avant de prendre mon véhicule, je vérifie l'espace entre les véhicules. Oui, réponse A, non, réponse B. Je vérifie visuellement l'état de mes pneus. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors évidemment, avant de prendre son véhicule, on regarde que l'espace entre son véhicule et les autres est suffisant pour pouvoir sortir. Et je vérifie également l'état visuel de mes pneus. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 34. Je circule sur une route à chaussée séparée à 80 km/h. La distance de sécurité est de réponse A, 58 mètres. Réponse B, 48 mètres. Dans cette situation, ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors n'oubliez pas, ça c'est vraiment des questions récurrentes sur le nouveau code de la route. Donc là on parle de calcul de distance de sécurité, mais sachez qu'il y a aussi la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance d'arrêt, la distance de freinage. Donc il y a pas mal de calculs à connaître pour le nouvel examen du code de la route. Réforme 2023. Alors, ici, on nous demande si la distance de sécurité est de 58 mètres ou de 48 mètres. Alors, c'est très simple. C'est vraiment une question de cours. Là, on roule à 80 km/h. Donc, pour connaître la distance de sécurité à adapter, on prend le chiffre de la dizaine. Donc, ici, 80 km/h. Le chiffre de la dizaine, c'est 8. Et on le multiplie par 3. Donc 3 fois 8, 24. Donc ce chiffre, on va le remultiplier par 2. Ça fait 48. Donc à 80 km/h, la distance de sécurité est de 48 mètres. Ensuite, on nous demande, dans cette situation, ma distance de sécurité est bonne. Bah là, c'est encore une question de cours. N'oubliez pas ce qu'on a vu dans la formation. Donc, pour savoir si
distance de sécurité est bonne, ben, on regarde les lignes de rive. Hein, on regarde les lignes qu'il y a à droite. Donc ici, on circule donc sur une route à chaussée séparée. Donc les lignes de rive font 20 mètres et les interlignes font 6 mètres. Là, on voit bien que entre nous et la voiture qui est devant nous, il y a une demi-ligne de rive. Donc il y a à peu près 10 mètres. Même pas. Hein. C'est même pas 10 mètres. Je pense que c'est même moins. Mais bon, de visu comme ça, allez, on va dire qu'on est à maximum 10 mètres de la voiture. Donc ici, on n'est pas à 48 mètres de la voiture. Loin de là. Donc notre distance de sécurité est mauvaise. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 35. Réponse A, je klaxonne. Réponse B, je fais un appel lumineux. Réponse C, je mets mon clignotant gauche. Alors ici, on voit qu'une voiture est en train de se garer. Bien sûr, il est interdit de klaxonner en agglomération. Et ici, vu que le véhicule ne représente pas un danger, je ne fais pas d'appel lumineux. Je le préviens de mon dépassement en mettant mon clignotant gauche. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 36. Un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par réponse A, 2, réponse B, 10. Alors ça, c'est vraiment une question de cours. C'est soit vous savez pas. Donc là, je vous montre le document que vous pouvez retrouver dans la formation. Donc, un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang augmente le risque d'accident par 2. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. Je tourne à droite. Réponse A. Je laisse passer le piéton, puis je passe. Réponse B. Je passe avant le piéton. Alors ici, si vous regardez bien, le piéton est déjà engagé. Donc, je le laisse passer par mesure de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Lorsque je tiens le volant, les pouces doivent être placés. Réponse A, à l'intérieur. Réponse B, à l'extérieur. Alors, il faut que tu saches que lorsque tu tiens ton volant, donc toujours à 10h10, les pouces doivent être vers l'extérieur. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 39. La distance de sécurité est respectée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de notion de base. Donc, pour savoir si
distance de sécurité et réglementaire, eh bien on regarde les lignes de rive. Alors comme toujours, hein, si on veut savoir si on respecte les distances de sécurité, on regarde les lignes de rive à droite. Pour qu'elles soient respectées, il nous faut 2 lignes de rive. Ici, on s'aperçoit qu'on a les 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant nous. Donc la distance de sécurité est respectée. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Lors d'un contrôle de police, je dois obligatoirement présenter le procès-verbal du contrôle technique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question qu'on a vue plusieurs fois. Donc, vous n'êtes pas obligé de présenter le procès-verbal du contrôle technique. Par contre, vous devez présenter une preuve que le contrôle technique est bien valable, valide. Par exemple, en montrant la vignette du contrôle technique. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.